Bonsoir. On rêve tous de pouvoir s'offrir les équipements les plus modernes, les objets les plus luxueux, que ce soit pour notre cuisine, notre salle de bain ou notre salon. Mais encore faut-il en avoir les moyens. Les Français dépensent en moyenne 930 € par an pour s'équiper en meubles ou en électroménager. Alors avec un tel budget, il est difficile de pouvoir s'autoriser des folies. Mais dans le domaine de la maison, comme dans celui de l'alimentaire, du téléphone ou des loisirs, on voit apparaître une véritable guerre des prix en ce moment. Les produits chics et tendance deviennent de plus en plus abordables. Le luxe n'est donc plus réservé uniquement à une clientèle aisée. Alors, quels sont les musts du moment dans l'univers de la maison? Que valent-ils et pourquoi les prix sont-ils en train de baisser? Sommaire. Ça ressemble à une joaillerie. Pourtant, ce que l'on vous vend ici, c'est un produit de grande consommation. Café léger ou du café corsé? S'offrir dans sa cuisine une machine à café comme au bistrot, c'est la grande mode. Qui l'a lancé? Comment vous vend-on du café comme un produit de luxe? Bonne dégustation. La taille n'est pas tout à fait bien polie. Pas commode le patron. Il faut dire que Jacques Durand dirige un groupe de 17 000 employés. Vous avez forcément dans vos placards des verres ou des assiettes qui sortent de ces usines. Du Pas-de-Calais à Dubaï, à la découverte d'une des fortunes les plus discrètes de France. Aujourd'hui, Mohamed a décidé de s'offrir la cabine de douche de ses rêves. Il y a pas mal de jets, donc c'est plutôt intéressant et agréable de prendre une douche au lieu d'avoir un jet au-dessus, donc avoir de l'eau qui sort de tous les côtés. Pour seulement 250 € et un peu d'huile de coude, il est maintenant possible de donner des airs de luxe à votre salle de bain. Mais que valent vraiment ces produits? Un voyage hallucinant au cœur de ces cimetières de bateaux en Inde. Cet homme qui fouille les épaves est antiquaire et il fait des miracles. C'est des phares de recherche. Il faut les imaginer complètement décapés. Les pieds sont en bronze, le reste est en laiton. Et faire des jolies décorations. Enquête sur la face cachée des objets de marine. Aujourd'hui, dans le domaine de la maison, il faut savoir que les Français sont déjà très bien équipés. Par exemple, 98% des foyers ont un réfrigérateur, 96% ont un téléviseur et 93% ont un lave-linge. Et ça, c'est un vrai problème pour les fabricants, car pour nous faire acheter de nouveaux produits, ils sont condamnés à innover. C'est le cas en ce moment avec les téléviseurs, puisque les écrans plats sont en train de remplacer les bons vieux tubes cathodiques. C'est le cas pour les frigos, on le verra tout à l'heure. Et c'est le cas aussi pour un produit assez basique, la cafetière. Depuis des années, la plupart d'entre nous utilisaient la cafetière à filtre. Mais aujourd'hui, elle est détrônée par des machines qui coûtent 10 fois plus cher. Ce sont les machines à expresso, des machines qui permettent de faire du café comme au bistrot. 6 millions de foyers aujourd'hui en sont équipés. Alors comment cette machine à café se vend-elle comme un produit de luxe? C'est un reportage de Laurent Lesage. Donc très facile, très simple d'utilisation. Donc madame, je vous explique le principe. Hein. Une tasse, une dosette, très simple, très facile d'utilisation. Hein. Toujours un café chaud. Ce jour-là, au supermarché, Sophie a beaucoup de succès avec ses machines. Le réservoir amovible, très simple, très facile d'utilisation. Qui font un café un peu comme au bistrot. Madame, sucre ou sucrète? Sucre. Je vous laisse vous servir. Alors, très facile, très simple. Tout passe au lave-vaisselle. Hein. Les clientes sont épatées, beaucoup se laissent tenter. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez de ce café? J'adore. C'est vrai? Franchement, j'adore. Ça se vend bien ce matin? Oui. Oui, mais comme d'habitude. Ouais. Vous avez compté? Oui, j'en suis une dizaine. C'est une petite révolution au rayon électroménager. Les cafetières filtres ont du souci à se faire. Elles sont pourtant bon marché, à moins de 20 €. Oh! Mais depuis 2 ans, elles se font rafler la vedette par les nouvelles machines à expresso. Déjà, une famille sur 5 en France en possède une. Même si elles sont beaucoup plus onéreuses. Ces machines, il faut les alimenter avec ce qu'on appelle les dosettes. Et là aussi, c'est un carton. Elles occupent déjà un tiers du rayon, alors qu'elles sont 4 à 5 fois plus chères au kilo que du café classique. Car malgré leur prix, les consommateurs en redemandent. Cela faisait bien longtemps que le marché du café n'avait pas connu un tel coup de fouet. Vous êtes prêtes? Partez! Eh bien,
bien madame, vous avez mis exactement 10 secondes pour préparer cette tasse de délicieux café pur. En tout lieu. Rapide et pratique, le café en poudre était jusque-là la dernière invention en matière de café. Et elle datait tout de même des années 50. En un éclair, un café du tonnerre. Mais depuis, plus d'innovation majeure, et ces dernières années, la consommation avait tendance à baisser. Le sursaut est arrivé il y a 5 ans. Une invasion d'étranges capsules métalliques qui permettent de faire de l'expresso à la maison. Ce n'est pas donné, beaucoup plus cher que les dosettes. La tasse revient à 31 centimes d'euros, mais ce concept s'est déjà vendu à 2 millions d'exemplaires. C'est la capsule qui a relancé le marché, et derrière, il y a l'histoire d'un homme qui a réussi à vous vendre du café comme un produit de luxe. Une histoire qui commence là-haut, dans les montagnes en Suisse. Oh! Évidemment, ce n'est pas son swing qui l'a rendu célèbre. Alors là, c'est quand même à 180 mètres, je pense. À défaut d'être un grand golfeur, Éric Favre est l'homme qui a fait entrer l'expresso dans votre cuisine. Pas du genre flambeur, cet ingénieur mène une vie paisible dans sa maison près de Lausanne, entouré de son épouse italienne Si vous êtes déplacé, et de ses 3 filles. Aujourd'hui, elle travaille avec lui, mais quand il a fait sa découverte, elle n'était pas encore née. C'était en 1975. Éric Favre travaillait chez Nestlé. À l'époque, le produit star du numéro 1 mondial de l'alimentaire, c'est le café soluble. Ça plaît beaucoup, même à Christian Clavier, mais Éric Favre, lui, ne jure que par l'expresso. Il rêve qu'on puisse un jour en faire à la maison. J'en ai parlé à mon épouse qui est partie d'un grand éclat de rire parce qu'elle m'a dit comment veux-tu faire un café espresso sans connaître ce qu'est le vrai café espresso. Il faut dire que dans sa prime jeunesse, il y avait un restaurant chez eux et elle connaissait le café espresso. Et son épouse avait raison, faire un espresso, ça n'a l'air de rien, mais c'est tout un art. Il faut avant tout qu'il soit bien crémeux. Il est excellent. Un savant dosage qui repose sur la qualité de l'eau, le réglage de la pression et surtout la fraîcheur du café moulu. C'est pas dans n'importe quel café aussi, parce qu'on peut avoir des très bonnes machines, mais des fois on n'a pas un bon café. Il faut que ça soit bien réglé. Venez jusqu'ici. Pour y arriver, Éric Favre a l'idée d'une capsule hermétique qui ne se perce qu'au moment où on l'introduit dans la machine. Là, ce fut la première capsule, excusez-moi, la première capsule que j'ai développée chez Nestlé, qui m'a permis de faire les premiers cafés. Il faudra plusieurs prototypes avant de trouver la forme idéale. Et cette troisième forme, elle est quasi celle qui est aujourd'hui commercialisée. Reste un problème, convaincre Nestlé. Car le système s'annonce très coûteux. Et au départ, même sa femme n'est pas très optimiste. J'ai dit, mais comment est-ce qu'il va vendre cette capsule? Parce que c'est pas évident de vendre une capsule, surtout à l'époque. Il est traité un peu comme un fou quand il disait du café en capsule. Pourquoi du café en capsule alors qu'on peut boire de l'autre café? Au départ, les patrons de Nestlé ne sont pas vraiment emballés. Ils vont mettre 10 ans à se décider. Dans le milieu du café, personne n'y croyait. À Paris, Philippe Bloch s'en souvient encore. C'est le fondateur d'une chaîne d'expresso bar, Columbus Café. Il a été l'un des premiers à acheter la machine. C'est un pari risqué, d'abord parce que ça va coûter de l'argent à mettre au point, parce qu'il y a des tas de brevets à déposer, il faut concevoir les capsules, il faut lancer le produit. C'est vendable sur une petite cible qui est les gens qui aiment le très bon café, qui sont prêts à payer beaucoup plus cher leur café, qui sont prêts à s'équiper d'une machine spécifique. N'oublions pas qu'il faut que la machine s'adapte aux capsules. Donc c'est un peu comme les cassettes VHS, on se met dans un format qui est très contraignant finalement. C'est difficile à vendre au départ. Premier problème, fabriquer la machine. Nestlé réussit à convaincre des fabricants d'électroménagers, mais le pari est risqué. Réussira-t-on à vendre ces cafetières? Elles sont chères, 500 € au départ. Et elles ne marchent qu'avec les capsules. Chères elles aussi, car il faut investir dans une usine et payer l'aluminium. À lui seul, l'emballage coûte 3 centimes par capsule. Il faut encore y mettre du café, et là encore, ça ne sera pas donné. Car voilà ce qui se passe 2 fois par jour au siège de Nespresso en Suisse.
Comme des grands vins, les arrivages sont dégustés. Ce jour-là, en présence du PDG, l'Allemand Gerhard Bersenbrugge. La sélection se veut impitoyable. Nous ne faisons aucune concession sur la qualité du café. On doit être absolument sûr d'avoir ce qu'il y a de mieux. Donc ici, on ne s'occupe pas du prix. Tout ce qui nous intéresse, c'est d'avoir le meilleur café. Ce jour-là, 0 pointé pour un producteur africain. Ça, c'est l'Éthiopie. Ouais. On a trouvé déjà ici que là, la note, la spécificité que pour l'Éthiopie, pour nous, c'est la note fleurie. Oui. Il n'est pas suffisante. Oui, c'est un bon café, mais il n'y a pas suffisante fleurie. C'est fini pour cet échantillon. Retour à l'envoyeur. Plus de 700 sacs sont livrés chaque jour ici, des 4 coins du monde. Avec une sonde automatique, chaque ballot est percé pour prélever un échantillon qui sera testé par les dégustateurs. Et il se la joue difficile, selon Nestlé, 1 sac sur 5 serait refusé. Tout cela a évidemment un prix. Une fois mis en capsule, le café revient 7 à 8 fois plus cher au kilo que le café moulu habituel. À ce tarif-là, comment le vendre? Là encore, la stratégie va être très risquée. Car pour la première fois, Nestlé décide de ne pas vendre son café en grande surface, mais dans des boutiques de luxe. Comme celle-ci, à 2 pas de l'Arc de Triomphe. On n'avait jamais vu du café vendu dans un tel écrin. Le loyer tourne autour de 150 000 € par an. Vous voulez que je vous réexplique la gamme des cafés, peut-être? Non, je vais prendre des cafés assez forts. D'accord. Donc, dans les corsés, en fait, vous avez ici 3 variétés. Vous avez le ristretto, l'équivalent de l'espresso italien, l'arpeggio, le arabica, donc assez corsé mais parfumé, ou le Roma, qui est un café corsé mais un peu plus rond en bouche. Et on vous offre même le café. Bonne dégustation. Les capsules sont exhibées comme des bijoux ou des œuvres d'art. Il y en a de toutes les couleurs, une gamme de 12 grands crus. Au nom qui fleure bon l'Italie, Roma, Livanto ou Capriccio. Et puis, il y a des petites astuces pour flatter le client. Vous êtes déjà membre du club ? C'est à quel manche au prix ? Le club, tous ceux qui possèdent déjà une machine sont membres d'office. Du café léger ou du café corsé ? On vous connaît, vous n'êtes pas n'importe qui. Je vois que vous prenez majoritairement... Moi, j'adore je le sais, je vois que c'est celui que vous prenez habituellement le plus. Le client est bluffé. Bien sûr, il y a un truc. C'est tout simple, tous vos achats précédents sont conservés en mémoire dans l'ordinateur, avec une couleur pour chaque variété déjà achetée. Vous reprenez du Voluto si vous le souhaitez. Je prends les Livanto. Livanto ? Aussi. Vendeur aux petits soins, produits haut de gamme, tout cela a longtemps été un gouffre. Pendant 9 ans, le système Nespresso a perdu de l'argent. Problème, les cafetières ont longtemps été trop chères, 500 € au départ. Alors il y a 2 ans, on divise leur prix par 3 et ça marche. Les ventes de machines décollent, les capsules suivront. Je crois que ça a été finalement les inventeurs du principe de la recharge. Aujourd'hui, quand on achète une imprimante, elle coûte quasiment rien, mais toute sa vie, on paye très cher des cartouches d'encre. Là, je crois que c'est à peu près pareil. Ils ont, sans le savoir d'ailleurs, inventé un formidable business qui est celui des consommables. Donc la machine, aujourd'hui, coûte pas beaucoup d'argent. Par contre, les capsules coûtent quand même beaucoup plus cher qu'un café classique. Ils ont quand même dû se dire qu'ils étaient potentiellement assis sur une mine d'or. Le système Nespresso est aujourd'hui très rentable, car il y a un truc. Les boutiques de luxe sont en fait une vitrine, il n'y en a qu'une dizaine en France. Le secret de la rentabilité se trouve en fait dans un immeuble banal à Lyon. Alors, je vous écoute pour votre sélection du jour. Ristretto. 150 ristretto. 60 Special Club, oui. 20 ristretto. 10 décaféinato, 20 Livanto. Pour le règlement, vous souhaitez régler par chèque ou carte bancaire? Nous sommes dans un centre d'appel. Ces opérateurs reçoivent par téléphone des commandes de toute la France.
pour le port, il est gratuit ou pas? Alors, pour bénéficier de la gratuité des frais de port, il suffit de commander sur Internet et à partir de 200 capsules sélectionnées. Internet, le téléphone, voilà la vraie boutique Nespresso. Vente directe, pas d'intermédiaire, livraison par la poste, une formule très avantageuse pour Nestlé. Surtout que les 2/3 des ventes se font comme ça, à distance. Ce système est 3 fois plus rentable que le café moulu vendu en grande surface. Selon nos informations, une capsule revient tout frais compris à 15 centimes, elle est revendue le double. Ça permet à Nespresso d'investir pour s'implanter partout dans le monde, 17 pays déjà, et de dégager tout de même un bénéfice proche de 20%. Alors évidemment, cela a donné des idées aux concurrents. Toutes les grandes marques de café ont elles aussi voulu faire un système d'expresso en capsule. Et là, elles sont tombées sur un os. Regardons d'un peu plus près les machines concurrentes. Il y a Tassimo, la plus récente, et Senseo, la plus vendue. 2 millions d'exemplaires en France. Mais elles ne fonctionnent pas avec des capsules. Voilà le principe. Des dosettes souples en papier, un peu comme des sachets de thé. C'est 2 fois moins cher que des capsules, mais ce n'est pas de l'expresso. Nestlé a breveté son invention, impossible en principe de copier la capsule. Et pourtant. La contre-attaque vient de Turin, en Italie, le pays de l'expresso par excellence. Un homme s'est lancé dans la bataille, et ce n'est pas n'importe qui. Le café, ça se boit vite comme ça? Eh oui, il faut le boire chaud. Son nom vous dira peut-être quelque chose. Il s'appelle Giuseppe Lavazza, l'héritier d'une dynastie du café, la marque la plus vendue en Italie. Ça aussi est français. L'homme aime les œuvres d'art, mais il a surtout le sens des affaires. Et depuis quelques mois, lui aussi vend son café dans ses propres boutiques. Les connaisseurs semblent apprécier. Elle adore le café. Aussi petite? Ouais. C'est bon? C'est bon. Tu en veux aussi? C'est bon? Oui, c'est bon. Ça vous rappelle quelque chose? Des clients chouchoutés, des machines à expresso, certaines signées Pininfarina, un grand designer venu de l'automobile, et surtout des capsules. Comment est-ce possible alors que Nestlé avait breveté l'invention? Ce jour-là, un mystérieux visiteur arrive de Suisse. L'homme est barbu, il est accompagné de sa femme et de sa fille. Comment ça va? Bien, et vous? Les vacances? Si, pas mal. Pas mal, oui, c'est pas mal, un peu court. Vous le reconnaissez, c'est bien Éric Favre, l'inventeur de la capsule. Car entre-temps, il y a eu un coup de théâtre. Favre a quitté Nestlé, il s'est mis à son compte. Et il a inventé une nouvelle capsule, un peu différente, qu'il a pu breveter et vendre à Lavazza. C'est avant tout une construction. L'Italien a bien l'intention d'attaquer le marché, et pas seulement en Italie. Les prochaines étapes, c'est quoi? La France et l'Allemagne. Et au début de 2006 et dans le 2006, les États-Unis. Comme il était salarié de Nestlé, Éric Favre n'était pas propriétaire de son invention et il ne touchait pas de royalties. Là, ce sera différent. Très important, un grand investissement. Combien ça rapporte? Vous savez, c'est comme la valeur d'une marque, hein, c'est entre 2 et 5%. Sur chaque capsule? Voilà. Peut-être que nous ferons un gros chèque parce que nous sommes liés dans les résultats de ce business. Merci beaucoup. Lavazza compte vendre 1 milliard de capsules d'ici 2 ans. Si ça marche, Éric Favre empochera 10 millions d'euros, largement de quoi financer sa toute nouvelle invention. Une machine à thé en capsule qu'il a l'intention d'appeler Thé-Presso. On l'a vu dans le reportage, le prix des machines à café a fortement baissé ces dernières années. Et dans l'équipement de maison, les prix qui baissent, c'est une tendance de fond. C'est le cas notamment dans le domaine de la vaisselle. Prenez par exemple ce verre. Aujourd'hui, on en trouve à partir de 30 centimes d'euros. C'est 30% de moins qu'il y a 5 ans. Alors à ce prix-là, on pourrait croire que ce verre est fabriqué en Chine où le coût de la main-d'œuvre est 40 fois moins élevé qu'en France. Eh bien, c'est une surprise, mais le numéro 1 mondial est français.
C'est un empire familial qui emploie 11 000 personnes dans le Pas-de-Calais. Cette famille, c'est la famille Durand, c'est la 18e fortune française. Elle n'avait jusqu'à présent jamais ouvert ses portes à des caméras. Eh bien regardez, c'est un reportage de Stéphane Martin. C'est le discours aussi que je fais. Oui, alors voilà ce qu'on vous a proposé. Ce patron français s'apprête à accueillir un chef d'État arabe. Christo, tell me how should I pronounce the name of the sheikh and his titles? Yeah, His Highness Sheikh Saud bin Sakr Al-Qasimi. 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 Qasimi. Al-Qasimi. Ok, très bien. Pour le rencontrer, le cheikh n'aura pas beaucoup de chemin à faire. Car l'usine de Philippe Durand ne se trouve pas en France. Mais en plein désert, aux Émirats Arabes Unis. Il y fabrique des verres en grande série. Des usines comme celle-là, il en a déjà 5 en France et dans le monde. Son entreprise, française, s'appelle Arc International. C'est tout simplement le numéro 1 mondial des verres de table et de la vaisselle. Pour l'occasion, il a invité ses clients locaux, ses fournisseurs et les fonctionnaires qui comptent. Nice to meet you. Welcome. Welcome here. Et pour les accueillir, une partie de sa famille a fait le déplacement. My shareholder. Voilà sa sœur, Annick, ainsi que sa nièce, Véronique, et son neveu, Xavier. Tous ensemble, ils sont propriétaires à 100% d'une société estimée à 700 millions d'euros. Pour les gens du pays, c'est aussi important de connaître les actionnaires, que ça ne reste pas purement théorique. Nous ne sommes pas un fonds de pension ou quelque chose du même genre. Nous sommes quand même une famille. On n'attend plus que le roi de la fête. Le voilà enfin. Nice to see you again. Welcome. L'émir. In this nice plant. Thank you very much for your time and your support. You're welcome. How are you? Fine, pretty fine. Lui non plus n'est pas venu seul. Il est accompagné de toute sa suite. Le protocole est précis. Le prince et le PDG sur l'estrade. In the middle. Et au premier rang, dans les beaux fauteuils, les proches de l'émir et la famille actionnaire. Philippe Durand peut se lancer dans la prononciation délicate du nom du souverain. I would like to thank His Highness Sheikh Saud bin Sakr Al-Qasimi, Crown Prince and Deputy Ruler of Ras Al Khaimah. Vas-y, tire. Cette famille est à la tête d'un géant auquel vous avez peu de chance d'échapper. Dans les grandes surfaces, ils occupent généralement la moitié du rayon de la vaisselle, car ils font tout, même des assiettes, et ils ratissent large. Depuis les premiers prix, en passant par le milieu de gamme avec Luminarc, puis plus cossu, Cristal d'Arc. Quelles sont les recettes de ce titan qui cultive le secret? Comment la famille Durand a-t-elle bâti cet empire du verre? Peut-elle longtemps résister aux assauts de la concurrence mondiale? Voici le décor de l'histoire, Arc, dans le Pas-de-Calais. Une ville qui ne fait qu'un avec les usines Durand. Elles sont même reliées entre elles par des passerelles qui enjambent la rue principale. Elles s'étendent à perte de vue. C'est le 3e site industriel de France derrière Michelin et Airbus. À l'intérieur couve un feu infernal. Un feu de 1600 degrés. Il faut ça pour fabriquer du verre, pour faire fondre le mélange de sable, de soude et de chaux qui le constitue. 10 500 personnes travaillent ici pour les Durand, dont Didier Robert. Son quotidien, c'est le cambouis et la sueur, car il fait 40 degrés jusqu'à 60 en plein été. C'est un enfer. Le bruit, la chaleur, les flammes, c'est l'enfer ici. Par rapport au qui habitue quand même, pas du tout à court.
attends, on va en faire quand même. C'est pas là, non, c'est pas la passion. Il n'y a rien connu d'autre dans ce que je peux vous dire. Didier Roberg est ouvrier spécialisé. Son job, c'est de veiller sur 3 machines comme celle-là. Le verre en fusion y arrive par grosses gouttes et prend la forme que lui donne le moule. Là, par exemple, ça donne de grands plats décorés de fleurs. Pour vérifier s'ils sont bien faits, Didier les pèse. Ils doivent faire un poids très précis. Là, généralement, on tourne entre 1700 et 1715. Donc là, on est à la limite du poids maxi. Plus lourd ou moins lourd, ça voudrait dire qu'ils ont un défaut. Il est payé 1 800 € net par mois, prime de nuit et de travail le dimanche comprise. Car l'usine tourne 24 heures sur 24. S'il y a autant d'employés, c'est que les machines ne peuvent pas tout faire. En bout de chaîne, des hommes fixent le défilé de la production pour repérer les verres cassés. 15 000 verres à scruter par jour. 1 sur 10 a un défaut, comme celui-ci fêlé. Il sera refondu. Chaque jour, les usines Durand fabriquent 6 millions de produits. Ça génère un chiffre d'affaires d'1 200 millions d'euros. Une énorme affaire sur laquelle Philippe Durand et les siens ont la haute main depuis 3 générations. Au milieu de la ville trône leur château, le château Durand comme on l'appelle. Malgré son immense fortune, le PDG évite le tape à l'œil et roule en voiture française. Je crois que plus que la modestie, c'est un style de vie. Je n'aime pas ce qui est vraiment, franchement, ostentatoire. Je suis déjà monté une fois dans une Ferrari et je trouve ça tout à fait inconfortable. Ce jour-là, le boss fait une descente dans une de ses usines. Bonjour, monsieur. Durand, bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien, très bien, merci. Il ne fait pas de cadeaux. Bonjour. Je me dois de vous prévenir qu'actuellement, on a eu un incident technique sur la ligne FB25. Soyez pas surpris qu'il y ait un petit arrêt d'une vingtaine de minutes. L'homme en bleu qui anticipe déjà les critiques, c'est son directeur de site. Les chaînes ont été réorganisées et Philippe Durand veut vérifier si la qualité des produits n'a pas baissé. Bonjour madame, comment allez-vous? Elle est comment la qualité aujourd'hui? La taille n'est pas tout à fait bien polie. C'est un souhait du client, ça, en particulier? La taille, ce sont ces lignes gravées dans le verre. Actuellement, nous avons quelques problèmes techniques de broutage. Et ce n'est qu'un début. Une étiquette glissée, là, qui fait que vous avez des traces de colle sur votre... Bon, ça, c'est pas... Je trouve pas ça génial. Là, c'est un petit défaut dans le pied qu'il a repéré. Sans user? C'est récent puisqu'il date d'il y a 3 semaines. Alors, comment ça se fait? Ce type de défaut est indétectable. Le directeur a du pain sur la planche. Vous m'appelez quand vous êtes à la 2e phase de l'organisation? Il y a 80 ans, l'entreprise Durand était une verrerie familiale comme tant d'autres en France. Comment sont-ils devenus un empire de plus de 10 000 salariés? La réponse tient en un seul nom, Jacques Durand, le père de Philippe. Mort il y a 8 ans, son ombre plane toujours sur la ville. Un rond-point porte son nom. Et même un lycée professionnel. Son fils Philippe lui voue une admiration sans borne. Il nous emmène dans son ancien bureau où personne n'entre à part lui. Là, il conserve religieusement les affaires de son père. Sur le porte-manteau, il y a même un imperméable taché de cambouis qu'il mettait pour se rendre près des machines. Qu'est-ce que ça vous fait de rentrer dans ce bureau? Oh, bah c'est forcément une certaine émotion, un certain souvenir. Puis de temps en temps, quand je feuillette des objets comme cela, où je découvre aussi des choses, là. Le voilà, Jacques Durand, en vélo dans son usine. Avant-guerre, tout jeune homme, ce fils de famille entre lui aussi dans la verrerie familiale. À l'époque, des souffleurs de verre fabriquaient les produits un à un. C'était lent et cher. Jacques Durand voit plus grand que ça et part en voyage aux États-Unis visiter les premières verreries industrielles.
Et en rentrant en 1930, il a dit à son père, je pense qu'il faut automatiser la production. Ce que j'ai vu aux États-Unis est extraordinaire. Ce qui n'existait absolument pas à l'époque en Europe. Ce qui n'existait pas en Europe. Son coup de génie, c'est d'être le premier à importer des machines comme celle-là, alors que ses concurrents continuent de souffler le verre à la bouche. Ça lui permet de casser les prix et d'inonder le marché. Mais il ne se contente pas du verre. En 68, Jacques Durand fait une nouvelle fois la révolution, cette fois-ci avec le cristal. Le cristal, on l'a toujours aimé. Autrefois, c'était de loin, sous clé. Ma mère l'aimait aussi. Pourtant, elle ne le sortait que dans les grandes occasions. Moi, j'aime le cristal, mais pas de temps en temps, tous les jours. Quand on aime le cristal, on l'aime tous les jours. Avec ses ingénieurs, il trouve le moyen de fabriquer à la chaîne du cristal, un produit de luxe, mélange de verre et de plomb, jusqu'alors travaillé à la main. Et son objectif, c'était de démocratiser le cristal. Donc un produit magique et très brillant, sonore, et qu'il proposait, ça c'était le premier modèle de 68, et qui proposait à 5 francs aux consommateurs. Alors qu'à l'époque, un verre de cristal manuel ou ne pas fait en usine coûtait combien? Coûtait pour les plus bas prix 100 francs, donc c'était donc c'est divisé par 20 quoi. Divisé à peu près par 20 le prix. Le succès est énorme. Ce seul modèle se vendra dans le monde entier à 150 millions d'exemplaires. À partir des années 60, Jacques Durand embauche pendant 30 ans un salarié par jour en moyenne. Et ce capitaine d'industrie mène ses troupes à la baguette. Chaque 1er mai jusqu'à la fin de sa vie, il remet lui-même au plus ancien la médaille du travail. Égard au tir au flanc. Sur son bureau, un dossier intitulé « Dénonciation » contient encore des lettres anonymes qu'il conservait. Alors là, Monsieur Durand, je vous annonce que votre chef électricien, Monsieur Untel, n'est jamais à son travail commandé le matin. Vous, Monsieur Durand, vous payez des ouvriers à rien faire. Je suis un ouvrier, mais moi, je le vois tous les jours. Anonyme. Faites-le pister par un garde de l'usine. Bon, ça fait partie des, je dirais, de la... Il en faisait quelque chose? Oh, effectivement, il y avait quand même une volonté qu'il n'y ait pas d'inactifs dans l'entreprise. Donc on surveillait toujours ceux qui avaient tendance à échapper au travail régulier. Jacques Durand attendait de ses salariés qu'ils restent à leur place. Pour cela, il les choisissait avec soin. Olivier Schedler, un délégué CGT de l'entreprise, est un des rares à lui avoir tenu tête. En fait, le problème, c'est que... Vous êtes la bête noire un peu? Ah oui, forcément, c'est... Entrez. Il a toujours du mal aujourd'hui à mobiliser les employés qui, tenez-vous bien, n'ont pas fait un seul jour de grève entre 1937 et 2001. Je crois que ça s'explique assez bien. C'est essentiellement le fait de la sélection rigoureuse à l'embauche, où on sélectionnait des futurs salariés qui étaient réputés ou prétendument dociles, essentiellement dans les zones rurales. Les recommandations qu'elle passait du curé au maire, à la gendarmerie. Enfin, il ne fallait surtout pas qu'il y ait un arrière-grand-oncle qui ait fait du communisme ou quelque chose comme ça. Un système bien verrouillé et autoritaire, accepté par les salariés, en échange d'un certain confort. L'usine possède 3 gymnases, réservés prioritairement aux salariés et à leurs familles. Vous travaillez à Arc? Mon mari. D'accord. Qu'est-ce qu'il fait votre mari? Il travaille dans un four. Squash, musculation, karaté. Un vrai patron Providence. Mais combien de temps cette prospérité pourra-t-elle durer? Cette maison coquette appartient à Didier Roberg. Là, il a quitté son bleu de travail, mais vous savez, c'est l'ouvrier spécialisé qui s'occupe des plats en verre. Ce soir-là, il a invité sa famille à venir prendre l'apéro. Il y a son père et ses 2 frères.
J'entendais des voix. Bonsoir. Il s'en est pas trop mal sorti pour un homme qui a arrêté l'école à 16 ans. Sa maison, il se l'est payée grâce à son emploi stable chez les Durand depuis 28 ans. Une bonne situation comme la sienne, ce n'est pas facile à décrocher dans ce coin du Pas-de-Calais. D'ailleurs, toute sa famille a choisi de travailler chez Arc International. Alors, autour de cette table, là, qui a travaillé ou travaille chez Arc? Qui travaille. Ou a travaillé, travaille ou a travaillé chez Arc? Moi, le premier, naturellement. Combien de temps? 38 ans. Ensuite? Moi, depuis 26 ans. 28. 33 ans, en retraite. 32 ans. Ici, ça n'a rien d'exceptionnel. Dans un rayon de 20 km autour de la ville d'Arc, un foyer sur 4 vit grâce aux Durand. Mais cette belle histoire vient de connaître un brutal coup d'arrêt. Il y a un an, c'est le coup de massue. Arc International annonce la suppression d'un tiers de ses effectifs en France. 2659 emplois. L'entreprise s'est mise à perdre de l'argent. La belle mécanique de Jacques Durand s'enraye face à l'implacable concurrence des pays à bas salaire. Les coups les plus durs viennent de Turquie, avec la marque Pasabache, numéro 2 mondial. Leurs verres sont produits là-bas 40% moins cher qu'en France. Pour l'instant, les licenciements secs sont évités. Didier et ses frères peuvent souffler. Mais la génération de leurs enfants ne peut plus compter sur les Durand. Mélanie, la fille de Didier, en sait quelque chose. Tu sais, voilà. Vous voyez ça? Vous constatez autour de vous? Ah oui, oui, oui. Elle est bien placée, elle ne veut pas le dire, mais son copain était non. Bah non, je peux pas dire, mon copain a travaillé. Son copain a travaillé. Durant Et 5 ans puis... chez Durand, en tant qu'intérimaire ou en CDD, en faisant des contrats de 8 mois, et repartant en intérimaire, revenait, et puis le résultat des comptes aujourd'hui, il a été remercié. Il a été remercié. C'est pas facile pour une région comme la nôtre qui a toujours compté justement sur cette entreprise, c'est pas facile quoi. Pour se remettre à niveau face à la concurrence, on supprime donc des emplois. Et pour ceux qui restent, un seul mot d'ordre, économie. Personne n'y échappe, pas même le sacro-saint service création. Dans la vaisselle, c'est un peu comme dans la mode, il y a des tendances qu'il ne faut pas rater sous peine de perdre des clients. Dessiner les formes qui vont plaire, choisir les bonnes couleurs, c'est le boulot de 17 designers, dont Marc Coulon. En ce moment, ce créatif travaille sur des verres bon marché. On lui a demandé quelque chose de moderne. Il a trouvé cette silhouette en forme de vague. On a joué le côté ludique de la forme, par cette forme de vague que l'on voit là, mais également jouer sur l'envie de le prendre et de jouer avec et de se promener dans la maison avec. Donc ça devient vraiment un objet sensuel et du quotidien. Enfin bon, pour l'instant, son petit chef-d'œuvre sensuel et du quotidien en reste à l'état de maquette en résine. Avant de lancer la fabrication de la collection, il va falloir parler d'argent. Ces élans créatifs vont être revus à la baisse. Cette sensation, invitation d'ergonomie. Ce sont ces jeunes gens responsables de la fabrication et du marketing qui passent au crible ces propositions. Ça commence pas trop mal pour le designer. Après être passé de main en main, la forme de son gobelet fait l'unanimité. Il est sympa celui-là. Oui. Et l'usine pourra le sortir au bon prix. Mais c'est une demi-victoire, car pour l'instant, il n'est pas question de produire le verre dans la teinte orange qu'il a choisie. En termes de faisabilité, donc on souffle fixe comme ça. Moi j'ai besoin pour les prochaines collections de couleurs chaudes, parce que c'est la tendance et parce qu'on ne doit pas les louper et parce qu'il faut absolument répondre à notre clientèle par des couleurs chaudes. On ne peut pas toujours rester sur des couleurs froides. C'est un sujet qui est en cours actuellement, en cours de développement, mais on n'a pas toutes les réponses aujourd'hui pour répondre. On a besoin, alors vite. Mais c'est en cours. Faire des verres dans de nouvelles couleurs, cela coûte cher. Pour l'instant, on préfère réfléchir. Et sa grande carafe, va-t-elle passer la barre? Et ça, c'est faisable, pas de problème? Bon, souffler, je vois pas comment le faire. Déjà là, actuellement, tel que c'est fait là, c'est la mode du souffler, je vois pas comment arriver à le faire. Ça sera en pressé, donc il faut déjà l'aménager un petit peu pour y arriver en pressé. Et en pressé, ça va être un prix qui est assez costaud quand même. Pressé, on sera porté, indexé, au niveau de la soudure. Je vais arrêter là maintenant. Malgré sa bonne humeur, son bro restera pour l'instant à l'état de prototype. Les Durand font des économies dans leurs usines françaises. Mais ce qui inquiète le plus les salariés,
c'est qu'ils aillent produire là où la main-d'œuvre est moins chère. Dubaï, la rutilante cité vitrine des Émirats arabes unis. Ce riche État pétrolier du Golfe Persique prépare activement la fin de l'or noir, en investissant dans d'autres activités, comme le tourisme ou l'industrie. Les Durand et leur nouvelle usine ont été accueillis à bras ouverts. Sur les quais, ces bateaux de bois en partance pour l'Iran sont chargés jusqu'à la gueule de leurs produits. Avant, tout était made in France. Maintenant, 10% déjà se fait ici. À une centaine de kilomètres, à Ras Al Khaimah. Sur place, Philippe Durand poursuit l'inauguration aux côtés du cheikh. Il a investi dans ses installations 40 millions d'euros, mais ça lui permet de faire d'énormes économies. Pour attirer les investisseurs, l'émir ne fait payer ni taxes professionnelles, ni impôts sur les sociétés. Et surtout, Philippe Durand dispose de 800 travailleurs immigrés, indiens, pakistanais ou philippins. Ils font exactement le même travail que Didier Reberg en France, au détail près qu'ici, au milieu du désert, il fait encore plus chaud. Il y a même des employés qui viennent d'Arc leur expliquer les secrets du métier. Il faut toujours leur faire voir comment travailler, les petits détails pour arriver à bien tourner en fabrication. Ils sont bons ou pas? En général, oui. Cet Indien de 34 ans supervise une machine. Contrairement à Didier Reberg, il ne travaille pas 35 heures par semaine, mais 48 heures. Et pour son salaire, les Durand ne déboursent pas 1800 euros, mais 5 fois moins. Vous êtes payé combien par mois? 1500 dirhams. Soit 330 euros. Mais il y a encore plus fort, un peu plus loin, à l'emballage. Ici, comme ils sont moins qualifiés, ils touchent seulement 220 euros pour des journées très longues. C'est quoi vos horaires? De 7h du matin à 7h du soir. Et cela 6 jours sur 7. Économie supplémentaire dans les Émirats. Les patrons ne paient aucune charge sociale. En revanche, les employés sont nourris, blanchis et logés aux frais des Durand, tout près de l'usine, dans ces bâtiments. Les verres reviennent ici 40% moins cher qu'à Arc. Il y a 2 ans, Philippe Durand a ouvert une autre usine en Chine cette fois-ci. Ne va-t-il pas être tenté de délocaliser l'essentiel de sa production et de réduire une nouvelle fois le nombre d'emplois en France? Vous pensez qu'à terme, il restera combien d'emplois dans 10, 15 ans? Notre objectif est d'assurer de 7000 emplois fermes et solides en France. Et dans 15 ans, je ne serai plus là pour le savoir, mais je crois que c'est un objectif qui est tout à fait tenable. 7000, c'est déjà 800 postes en moins par rapport à ce qui a été annoncé il y a 1 an. Les syndicats français craignent de nouvelles coupes dans les années à venir. Le prix à payer selon les Durand pour que ce groupe familial français reste numéro 1 mondial. Dans la maison, en ce moment, il y a une pièce qui connaît une vraie révolution, c'est la salle de bain. La salle de bain n'est plus seulement une pièce fonctionnelle, de plus en plus, on aime aussi s'y détendre. C'est pour cette raison que sur le marché, on a vu apparaître ces dernières années des appareils comme des saunas, des jacuzzis ou des hammams. Mais le must du moment, c'est la cabine de douche. Mais attention, pas n'importe laquelle. La cabine de douche à jets multiples qui masse tout votre corps. Alors jusqu'ici, c'était plutôt cher puisqu'il fallait compter 5000 euros. Mais aujourd'hui, on trouve des cabines à partir de 250 euros. Alors avec de tels tarifs, on se pose forcément des questions. Que valent ces cabines? D'où viennent-elles? Y a-t-il des pièges, voire des risques? C'est une enquête de Jérémy Drille. Christine expérimente la Rolls de la salle de bain. Elle est spacieuse, elle est design et elle a des options qui font rêver. Une cascade vous masse les cervicales, le long de votre corps des jets à haute pression et comble du luxe, elle s'occupe de votre voûte plantaire.
Christine n'a rien à faire, tout est commandé par un ordinateur. Et il y a même le hammam. Je vais plus sortir là. Non, je crois bien. Son mari est gêné car Christine n'est pas chez elle, mais dans un magasin. Bah dis donc, toi aussi là-dedans. Elle est sur le point de craquer pour cette douche ultra moderne. Que vous toussez un peu là? Bah, il faut le temps de s'habituer, le hammam. Hammam, massage, cette cabine du 3e type est le dernier must de la salle de bain. Aussi cher qu'une voiture neuve, 10 000 €. Alors devant les vendeurs, Christine n'hésite pas à tester l'engin et à se laisser un peu aller. J'ai vraiment beaucoup aimé le massage dorsal. Sur les côtés aussi, c'est très très bien. On est debout, on se tourne dans tous les sens, on peut se masser un petit peu de partout à la fois. Non, c'est pas mal. Les pieds aussi. Tout est pas mal. L'univers du luxe, l'univers des palaces, jusqu'à présent, ces cabines high-tech n'étaient réservées qu'à une clientèle fortunée. Des salles de bain miniatures qui pouvaient coûter jusqu'à 20 000 €, inabordables pour le commun des mortels. Mais aujourd'hui, tout a changé. Plus besoin d'être milliardaire pour avoir sa douche de luxe. Les grandes surfaces ont aboli les privilèges. Il reste bien quelques cabines de grande marque dans les magasins, comptez 2 000 €. Mais la nouvelle star du rayon, elle se trouve dans l'allée centrale. Son prix est incroyable, 249 € seulement pour une cabine de star. C'est 40 fois moins que les cabines des grandes marques, du luxe à bas prix. Alors que valent ces douches à prix cassé et qui les met sur le marché. Il ne paye vraiment pas de mine sur son scooter. Et pourtant, ce jeune homme de 29 ans est l'un des poids lourds de la cabine de douche à prix discount. Sébastien Douminc en vend 1 sur 10 aujourd'hui en France. Mais on est loin de la multinationale avec usine. Son entreprise se limite à un appartement en plein cœur de Paris. Alors là, vous arrivez dans nos bureaux rue Clichy. Vous voyez, c'est... Ici, pas de showroom tape à l'œil, mais un 3 pièces avec des cabines de douche dans tous les coins. Son tout dernier modèle, le voici, une douche à 2 places. Il en est très fier. L'hydrothérapie, on peut le montrer, ouais. Et en bon vendeur, il va nous faire l'article de son nouveau bébé. Le super intérêt, c'est de rentrer dans votre cabine. Vous vous mettez comme ça, vous asseyez sur le siège. Vous mettez en position massage du dos, vous ouvrez l'eau et vous faites masser la taille. Sa société n'a que 2 ans d'existence, mais il a déjà vendu 20 000 cabines. Un filon juteux qu'il n'aurait pas pu exploiter si au départ, il n'avait pas eu un énorme coup de chance. Tout commence en 2003. À l'époque, Sébastien est étudiant dans une grande école de commerce. Parmi ses camarades, un jeune chinois, il s'appelle Yang Ke. Il lui raconte que chez lui, dans son pays, on trouve des cabines high-tech à très bas prix. Et donc il me montre les photos de son appartement et il me montre des cabines de douche comme vous avez vu là, avec des jets dans tous les sens, la radio, des trucs comme ça. Et je lui dis, mais c'est génial ça, il y a quelque chose à faire là-dessus. En France, je peux t'assurer que ce genre de truc-là, ça vaut une fortune. Les 2 copains décident alors de s'associer. Avant même d'avoir leur diplôme, ils partent à Shanghai. En Chine, la main-d'œuvre est jusqu'à 20 fois moins chère qu'en France. Alors ils font le tour des usines pour faire fabriquer leur premier container. 6 mois plus tard, ils proposent ce modèle à 300 €. Le prix est révolutionnaire, 3 fois moins cher que les entrées de gamme des grandes surfaces. On est parti en Chine, je vous ai dit, grosso modo au mois de juin. Elle est arrivée en France au mois d'octobre. Oui, ça a été très rapide. Ça a été extrêmement rapide. Mais alors, ces douches sont-elles d'aussi bonne qualité que leurs concurrentes européennes? Sébastien l'admet, pour obtenir de tels tarifs, la main-d'œuvre n'explique pas tout. Il a fallu faire des sacrifices sur les matériaux utilisés. Donc il est évident que le plastique coûte moins cher que l'acrylique, donc plus vous mettez un taux de plastique important à l'intérieur, plus votre produit va être bon marché. Bon marché certes, mais aussi moins robuste. D'ailleurs, certains clients ne sont pas satisfaits et le font savoir par fax. Comme celui-là, par exemple, la formule est plutôt directe. Vous n'avez pas tenu votre promesse. Ça, c'est le genre de choses qu'on a aussi souvent. C'est des problèmes qui sont arrivés
dans le transport et les produits qui ont été abîmés dans Des réclamations, il dit en avoir sur 4% des produits vendus. Ce n'est pas énorme, mais le problème, c'est que lorsqu'une cabine présente un défaut, ça peut vite tourner au cauchemar pour le consommateur. Qu'est-ce qui s'est passé au premier trimestre? Qu'est-ce qui s'est passé au premier trimestre? Une grande surface de bricolage en banlieue parisienne. Dans les rayons, Mohamed, la trentaine, est venu acheter une cabine de douche pour son nouveau pavillon. Et dans ce magasin, il a le choix. En tout, une dizaine de marques, car des cabines chinoises, il n'y a pas que Sébastien Doumain qui en commercialise. Parmi elles, cette cabine au nom un peu pompeux, la Pompéi. C'est une des plus vendues dans sa catégorie. Elle ne coûte que 249 €. Et à ce prix-là, Mohamed est conquis. Sur toutes les cabines qui sont profilées sur chaque côté, sur chaque extrémité de la porte. Il y a pas mal de jets, donc c'est plutôt intéressant et agréable de prendre une douche au lieu d'avoir un jet au-dessus, donc avoir de l'eau qui sort de tous les côtés. Heureusement pour Mohamed, il est bricoleur, car c'est très étonnant, mais ces cabines vous sont vendues en kit, vous devrez les monter vous-même. Mais le chef de rayon l'assure, c'est un jeu d'enfant. Il y a juste à le poser sur le receveur, boulonner, faire les joints, poser la partie vitrée. Et ensuite, pour tout ce qui est raccordement, ils ont vraiment simplifié ça au maximum en mettant du flexible qui se visse directement sur la plomberie existante. Nous voilà rassurés. Mais nous avons quand même voulu vérifier. Direction le nouveau domicile de Mohamed pour installer l'engin. Pour aller plus vite, il a demandé à son beau-père de lui donner un coup de main. Mais dès l'ouverture du carton, nos deux bricoleurs vont avoir une très mauvaise surprise. Il n'y a pas de notice de montage, ça complique sérieusement l'opération. On verra par quoi il faut commencer. Parce qu'il n'y a pas de manuel d'utilisation. Nos deux hommes ne se démontent pas. Mais très vite, ils vont découvrir un deuxième problème, bien plus grave celui-là. Ah oui, elle est cassée. Attends. Tout en bas, le panneau de fond est déchiré sur près de 40 cm. La douche est inutilisable. Attends, on va sortir. Voilà. Tu la vois là? Vous la voyez là? Parce qu'en bas, là, il y a de l'eau qui va sortir. Et je trouve que c'est dommage d'acheter un produit bon marché et se rendre compte une fois avant le montage qu'il est abîmé. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à appeler le vendeur. 1 heure pour aller au magasin, 1 autre heure pour en revenir. Installer sa cabine de douche demande finalement beaucoup plus d'efforts que prévu. Nos deux hommes reprennent le montage. Après 6 heures d'efforts, les deux bricoleurs mettent la touche finale. Mais la nouvelle déception, la porte ne ferme pas très bien. Et il n'y a pas que cela. Vous voyez, il n'y a pas de fuite. C'est impeccable. Si, un petit peu là. Un petit peu là. C'est un petit peu là. Il aura fallu à Mohamed plus d'une journée pour un résultat loin d'être parfait. Avec les fuites, il y a même une grosse flaque qui se forme au sol. Cette cabine Pompéi, l'enseigne où l'a acheté Mohamed en a vendu 8000 exemplaires. Et selon nos informations, 1 sur 5 a posé problème. Alors certes, Mohamed a un peu souffert pour installer sa cabine de douche, mais ce n'est pas si grave. Ces petits désagréments ne sont rien au regard du danger que peuvent représenter certains modèles made in China. Une route nationale au nord de Paris. Sur ce camion, un container qui arrive tout droit de Shanghai via le port du Havre. À l'intérieur, un chargement de 70 cabines. Celui qui les a commandés, c'est Sébastien Doumain. Des containers comme celui-là, le jeune importateur en reçoit déjà une vingtaine par mois. Mais aujourd'hui, parmi ces milliers de caisses, il y en a une qui l'intéresse tout particulièrement. Donc voilà, vous voyez, c'est pas des emballages définitifs. À l'intérieur de ces colis, il y a un prototype en bois. Avant de le commercialiser, il veut d'abord savoir ce qu'il vaut. Et vous aviez l'habitude de manier le pied de biche avant là, ou... Non, pas tout à fait, non. On n'apprend pas ça à l'école, dans les cours sur les amphis, on n'apprend pas le maniement du pied de biche.
Il s'agit d'une cabine hammam. Elle permet de prendre un bain de vapeur relaxant en plus de la douche. Si Sébastien la lance sur le marché, elle sera 4 fois moins chère que les modèles équivalents. Et il est déjà emballé. Au milieu. Au coin. Le consommateur, il va arriver, il va voir les 10 cabines en face de lui. Il va se dire, ah, tiens, celle-là, elle est plus jolie que l'autre d'à côté. Elle est à peu près au même prix. Celle-là, elle est plus jolie que l'autre. Donc il va s'orienter vers ce produit-là. Il va le regarder, il va prendre la cabine, il va la fermer comme ça. Il va entendre que ça claque bien, que ça ferme bien. Ça m'a l'air sérieux, qualité, finition, bien. Ok, je pense à la... Ça, c'est pour la carrosserie. Et maintenant, regardons le moteur. Pour une douche qui fait hammam, il faut un boîtier électrique. Et le fabricant l'a installé à l'intérieur même de la cabine. Il est relié sur le secteur à 220 volts. Et là, pas besoin d'être électricien pour comprendre que l'eau risque de s'accumuler ici et de rentrer en contact avec les parties électriques. Lorsque nous lui faisons remarquer, notre importateur fait amende honorable. Moi, je vois ça, là. Je vois des buses ici qui projettent de l'eau. Je vois un rebord et puis j'imagine que l'eau peut tomber là, dans cet espace. C'est pas bon du tout, ouais. Ça, il faut revoir un peu, mettre une... Vous voyez ce qui, par exemple... Pour Sébastien Douminc, ce modèle ne peut pas être commercialisé en l'état. Il y a un risque d'électrocution. Il va donc le renvoyer à son fabricant chinois. Le siège et qu'elle vienne recouvrir la partie électrique derrière, ce serait beaucoup mieux. Et ça, là, pour revenir donc à ce montage, ça, c'est pour vous, ça passe pas, ça? Non, pour moi, ça passe pas. Non, ça passera pas, ce genre de choses-là. Si Sébastien Douminc fait attention aux produits qu'il met sur le marché, tous les importateurs ne sont pas aussi vigilants. Ah oui. Car en France, il n'y a pas de contrôle systématique de ces cabines mêlant eau et électricité avant leur mise en vente. C'est pour cela qu'une autre de ces cabines hammam a pu être mise sur le marché. 700 exemplaires ont même été vendus jusqu'à ce que la répression des fraudes soit alertée. La cabine ne présentait pas de conditions de sécurité satisfaisantes. Elle a été retirée de la vente très récemment. Ces problèmes de sécurité restent malgré tout marginaux. L'année dernière, il s'est vendu près de 150 000 cabines de douche dans l'Hexagone. Alors, quelques petits conseils, si vous êtes tenté par ces cabines de douche à bas prix, assurez-vous que les portes sont bien en verre trempé. C'est une question de sécurité si le verre se brise. Et puis, n'hésitez pas à ouvrir les cartons dans le magasin pour voir si la cabine est en bon état et pour vérifier qu'il y a bien un mode d'emploi. Alors, on reste dans l'équipement de maison avec quelques questions. Comment les Français équipent-ils leur maison en ce moment? Quelles sont les nouvelles tendances et les prix sont-ils abordables? Patrick Renvoisé, bonsoir. Bonsoir. Vous vendez toutes sortes d'appareils pour la maison. Aujourd'hui, dans quelle pièce de la maison les Français dépensent-ils le plus? Incontestablement, la cuisine est venue la pièce principale à vivre, la pièce de lieu de rencontre, la pièce de convivialité, la pièce où on prépare, je dirais, des repas, des dîners, des rendez-vous avec les amis, la pièce où les enfants passent aussi beaucoup de temps. C'est incontestablement la tendance d'aujourd'hui de mieux équiper, de mieux décorer, de mieux accessoiriser sa cuisine dans tous les domaines. Quels sont aujourd'hui les produits qui se vendent le mieux dans la cuisine? Quelles sont les grandes tendances en termes de produits pour la cuisine? Alors, nous sommes français, donc la première tendance c'est la cuisson. Donc cuisinière, plaque à induction, four à encastrer, plaque vitrocéramique, plaque à induction. Mais on voit aussi des très grandes cuisinières, un peu des appareils qui ressemblent un peu à des appareils de professionnels. L'esprit piano, puisqu'on appelle ça des pianos. Des pianos à cuisson, des pianos de cuisson. C'est un esprit plaisir, notamment pour le Français qui aime cuisiner. C'est d'avoir effectivement un espace de cuisson plus grand, un four plus grand, et d'avoir un plaisir proche du professionnel. Mais ça, c'est des produits de luxe. C'est hors de prix. C'était des produits de luxe, puisqu'il y avait des marques, on va dire très haut de gamme, qui étaient quasiment les seules à commercialiser ces produits en France. Aujourd'hui, tous les grands industriels en fabrique. Et aujourd'hui, on a beaucoup de produits accessibles à partir de 1 000 €. Alors que normalement, un piano de cuisson, ça coûte combien? On va dire que les marques haut de gamme, sur le matériel historique, je dirais, on partait sur 5 000, 7 000, 10 000 €. Est-ce que les prix baissent dans l'électroménager comme ils baissent sur d'autres familles de produits, type les écrans plats, qui ont baissé de 30% en un an, par exemple?
Le produit électroménager est un produit, notamment pour le gros ménager, très proche de l'automobile. Vous visitez une usine électroménager, vous voyez des bobines d'acier à l'entrée et vous voyez des produits manufacturés finis qui sont emballés. Au milieu, il y a eu de l'électromécanique, il y a des pompes, il y a de l'électricité, etc. Donc c'est un produit lourd, c'est de l'industrie lourde et donc on a beaucoup moins de réactivité au prix parce que de toute façon, il y a une réalité industrielle. Les fabricants n'ont cessé de s'adapter, je dirais, en termes de gains de productivité depuis 10 ans, mais il y a des limites. Mais alors, si les prix ne baissent pas ou baissent peu, comment aujourd'hui on séduit le consommateur? Les fabricants travaillent d'abord beaucoup sur le design, avec des finitions alu, des finitions inox, de la couleur, des lignes courbes, donc des produits qui plaisent, donc on va dire des produits dont on est tenté, je dirais, de le mettre dans son intérieur. On les laisse sur les plans de travail, donc l'univers du petit déjeuner, on laisse le grille-pain, on laisse la cafetière ou l'expresso. Ce qu'on ne faisait pas avant. Ce qu'on ne faisait pas avant. Alors, est-ce qu'à l'inverse, il y a des produits qui étaient à la mode il y a quelques années et qui aujourd'hui sont passés de mode? Les industriels qui avaient l'art de lancer des produits, je dirais, d'usage, pas forcément d'ailleurs quotidien. Je vais vous citer le couteau à huîtres électrique. Ouais. Vous ouvrez pas quand même des huîtres tous les jours, hormis certaines régions. Ouais. Le couteau à découper électrique. Ah oui, où on découpait notre gigot, etc. Ça c'est passé de mode. Bah, écoutez, vous cherchez la boîte, après vous cherchez les lames, après vous cherchez le cordon, donc effectivement... D'accord. Est-ce qu'il y a des nouveautés là qui sortent en ce moment? Est-ce que les fabricants sont en train de sortir des produits très nouveaux en ce moment? Par exemple, un puits à repasser qui se manie comme une souris d'ordinateur très facilement pour défroisser ou repasser sa chemise le matin. Vous avez un autre appareil qui est en sortie aujourd'hui qui permet d'éviter le pressing, c'est-à-dire je défroisse, je sèche des chemises, donc je vais éviter le pressing. Vous avez un petit appareil qui est basé sur une technique d'ultrasons où vous pouvez détacher vos chemises, vos polos, etc. très facilement, comme un petit stylo, on va dire désencreur. Hein. Mais ça, c'est sur des petits appareils. Mais finalement, quand on regarde l'électroménager avec les lave-linges, les lave-vaisselle ou encore les réfrigérateurs, est-ce qu'on peut encore innover dans ce domaine-là? Un réfrigérateur consomme moitié moins d'électricité qu'il y a une dizaine d'années. Il est plus silencieux, etc. Donc l'évolution se fait vers le bénéfice consommateur, mais ce n'est pas une évolution d'usage révolutionnaire. Parce que je pense que le consommateur reste à l'usage bien lavé, bien conservé, bien cuire. Bon, en tout cas, merci pour tous ces conseils, Monsieur Renvoisé. Merci d'être venu sur le plateau de Capital. Merci à vous. Nous allons maintenant nous intéresser à un univers qui passionne les Français, la décoration. Dans ce domaine, il y a des modes, comme le style colonial ou le style pop des années 60-70. Le problème, c'est que les objets sont souvent très chers. Prenez par exemple le très chic mobilier de marine, le mobilier de bateau. Que ce soit une table en teck ou une commode en acajou, ces meubles en bois précieux peuvent coûter jusqu'à 4 000 € la pièce. Mais aujourd'hui, on peut trouver moins cher. Vous allez maintenant découvrir l'histoire d'un homme qui casse les prix sur ses objets de collection. Pour dénicher ses trésors, il part au bout du monde, dans des conditions parfois rocambolesques. Le baroudeur de la déco, c'est un reportage de Thibaut Formery. C'est un lieu interdit. Pour pouvoir filmer derrière ce portail rouillé, il a fallu cacher notre caméra. À l'intérieur, un bidonville. Une immense décharge où des ouvriers et leurs familles travaillent dans la boue, au milieu des tôles rouillées et des matières toxiques. Nous sommes sur la côte ouest de l'Inde, à Bombay, dans l'un des plus grands cimetières de bateaux au monde. Ici, pour 2 € par jour, des ouvriers risquent leur vie pour désosser ces navires venus d'Europe ou d'Amérique. Des accidents, il y en a tout le temps. Il y a des choses qui tombent, on se les prend sur la tête et il y a des morts. Dans ce dépotoir, un Français, Jacques Vorjak, 47 ans, il est antiquaire. Il faut aller partout, il faut fouiner. Spécialisé dans la décoration et le mobilier de marine, il vient ici faire ses emplettes pour des clients qui ont de gros moyens. Ce phare finira peut-être dans une maison française. On a du mal pour l'instant à imaginer que de là peut partir plein de beaux appartements,
Plein de jolies maisons à Saint-Tropez, des restaurants, des décos, mais bon, point de départ c'est ça quoi. En venant se fournir dans cet enfer, Jacques a trouvé une mine d'or. Car en France, les antiquités de marine se vendent une fortune. Nous sommes à 2 pas du Louvre. Dans cette boutique, tous les objets ont traversé des océans et des tempêtes. Depuis 30 ans, la patronne ici, c'est Marie-Noël. Elle vend des globes terrestres, des lampes, des coffres et quelques commodes d'officiers. Des pièces rares, que du haut de gamme. Comptez 100 € pour le plus petit bibelot. C'est un hublot de bateau qui est en bronze. C'est un vrai, donc vous avez les œilletons qui s'ouvrent comme ça. On pouvait l'ouvrir de cette façon-là. Vous le vendez combien celui-ci? Dans les peut-être 1500 francs, 2000 francs. Alors c'est une commode de marine dite réglementaire. Elle est faite en 2 parties. Elle est d'origine anglaise, en acajou. C'est 19e, fin du 19e siècle. Et vous la vendez combien celle-ci par exemple? Dans les 4000 €, quelque chose c'est pas comme donné ça. quand même. C'est une belle pièce. Transformer son salon en cabine de paquebot jusqu'à maintenant, c'était un luxe. Mais avec la filière indienne, les choses sont en train de changer. 8h du matin près d'Arras, dans le nord de la France. Oui, Gervais, c'est Jacques. Vous n'êtes pas encore arrivé? Ça va? Il paraît que le camion, il est arrivé. Jacques Dvorak est rentré d'Inde. Ce matin, à son entrepôt, notre antiquaire doit recevoir tout ce qu'il a chiné sur les carcasses de bateaux lors de son dernier voyage. Je suis pas antiquaire, moi, je suis ferrailleur des mers, monsieur. Art discounter de la mer, enfin, peu importe l'étiquette. Art discounter, car contrairement à ses concurrents, lui, c'est en quantité industrielle qu'il vend de l'antiquité de marine. Tous les mois, il reçoit un container entier qui arrive de Bombay. À l'intérieur, une 50aine de gros paquets, et certains sont très lourds, alors pour accélérer le mouvement, le patron lui aussi met la main à la pâte. Faire du temps du chariot. Ensuite, il faut tout déballer dans cet entrepôt qui lui sert aussi de boutique. Ici, pas de chichi, le showroom est rudimentaire, mais on se croirait vraiment chez le capitaine Haddock. Ça aussi, là, je vais te donner. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Une dizaine de commodes d'officiers, une 60aine de chaises de paquebot et une quantité impressionnante de malles en bois précieux que de l'ancien. Ça, acajou. Fin 19e, début 20e. Tout ça, c'est des coffres en camphrier. Ça, c'est un coffre en palissandre. Un peu plus ancien, celui-là. Quelle époque, ça? Fin 18e, début 19e. Il vend aussi un tas d'objets pour la navigation. Qu'est-ce que c'est, ça? Ça, c'est un marqueur de cap. C'est-à-dire qu'avec ça, on indique le cap au timonier. Le capitaine dit « Je vais me coucher, vous me naviguez au cap 124 ». Et ce n'est pas tout, des longues vues. Regardez les jolies filles. Usage des cloches. Sur les bateaux. Et pour les connaisseurs, des instruments de mesure très compliqués. Ça se vend, ça? Oui, ça se vend. Qu'est-ce que ça a ramené de beau? Depuis que Jacques s'est lancé dans ce business, il s'est déjà taillé une belle réputation dans le milieu, car il vend 3 fois moins cher que ses concurrents. Cet homme est un antiquaire important. Il a plusieurs boutiques en France et en Belgique, et il vient tous les mois se fournir chez Jacques. Tout est à vendre. T'es bien garé? Pas besoin de faire l'article, son client sait ce qu'il veut. T'as les toiles qui vont avec cela? Ouais. Alors là, autant essayer de faire... Aujourd'hui, il va acheter ses chaises, 100 € pièce. Et cette commode d'officier de marine, l'un des meubles les plus demandés. Jacques le vend 1200 €. C'est quand même des meubles en bois noble. Ça, c'est quand même très intéressant. Je veux dire, c'est autre chose que ça, c'est palissandre massif. Comme ça, c'est super qualité. Et le prix qu'il me le vend, c'est même pas le prix du bois, quoi. S'il fallait que j'achète le bois, je paierais plus cher que ça. Il est l'un des moins chers sur le marché, donc. Actuellement, oui. Et malgré cela, Jacques gagne très bien sa vie. Sur cette commode, son bénéfice est d'environ 700 €, car ces objets, il les a payés une bouchée de pain en Inde. Mais pour en arriver là, ça a été toute une aventure.
Dans le milieu des antiquaires, il y a seulement 3 ans, personne n'aurait parié sur ce fils de mineur polonais qui n'avait même plus de boulot. Salut les filles, ça va? Qu'est-ce qu'on fait de beau? Jacques habite Arras avec sa fille. Bonjour papa. Sa maison est un vrai musée car il a toujours eu la passion des vieux objets. À 18 ans à peine, pour gagner sa vie, il devient brocanteur et fait la tournée des vides-greniers de la région. Mais au fil des ans, il va plusieurs fois changer de métier. Prof de voile, commercial et pour finir, patron d'une société de négoce en vin. Il y a 3 ans, il fait faillite. Alors sur les conseils d'un ami, il décide d'aller tenter sa chance en Inde, dans le mobilier de marine. Mais c'est plus facile à dire qu'à faire. Bombay, à 9 heures d'avion de Paris. La capitale économique de l'Inde, Bollywood, le temple du cinéma. Mais c'est surtout l'une des villes les plus peuplées au monde. 18 millions d'habitants s'entassent dans ces quartiers, étouffés par la circulation, la chaleur et la pollution. La moitié des habitants vit dans ces bidonvilles. Des taudis infestés par les rats et les maladies. Lorsqu'il arrive pour la première fois en 2002, Jacques a 8 000 € en poche. Notre Français ne connaît personne et ne parle pas un mot d'hindi. Avec son sac à dos, il va partir à l'aventure et faire beaucoup de kilomètres avant d'arriver dans les ruelles de ce grand bazar. On y vend de tout, de la viande, des légumes, mais aussi un tas d'objets d'occasion. On est à côté de ce qu'on appelle Chor Bazar, qui s'appelle, qu'on traduit par le marché des voleurs. Vous êtes venu ici la première fois? Je suis venu ici et puis j'ai cherché. Je cherchais des gens capables de me proposer des objets de marine. Dans le quartier, les Occidentaux sont plutôt rares. Rapidement, Jacques est repéré et approché par Chabir. Cet ancien ouvrier des chantiers navals a sa propre boutique d'objets de marine. Je ne savais pas qu'il voulait faire du business. Mais un type m'a dit, c'est un acheteur. Alors mon employé est allé le voir en lui disant, on peut t'emmener sur des bateaux. Mais il nous répondait toujours, oui, on verra. Et puis au bout de 2 ou 3 fois, finalement, il est venu dans ma boutique. Je lui ai donné rendez-vous à l'hôtel, il est venu. J'avoue que j'étais assez impressionné parce qu'ils étaient 3 et 3 qui avaient un peu plus la tête de loup-garou. Je me suis dit, je vais prendre un coup de couteau dans le dos sur un bateau et on ne me reverra jamais plus. Et puis en fin de compte, maintenant c'est mon copain. il a une sale tête, mais il est très gentil. Cette rencontre est un coup de chance. C'est donc Chabir qui va lui permettre d'entrer sur le fameux cimetière de bateaux. Depuis, notre Français y retourne chaque mois pour dénicher sa marchandise. Dans ce chantier de démolition, les bateaux sont désossés jusqu'au moindre boulon. Les ouvriers récupèrent en premier tout ce qu'il y a dans les cuves, les carburants et les acides. Ensuite, ils découpent les tôles une à une au chalumeau. Un travail de fourmi. En moins d'1 mois, un bateau de 100 mètres est réduit en miettes. Là, il y a un restant de bateau. Il y a eu un bateau, on voit plus que son hélice là. Et ça, c'est la fin, quand la grue elle tire, l'hélice, c'est ce qui reste. Donc les bateaux arrivent à marée haute, à fond les manettes. On leur a planté 2 bits de piquet et ils viennent, le capitaine arrive à fond les manettes, s'échouer et c'est fini. Des carcasses perdues au milieu d'une immense décharge. Et pourtant, c'est dans ce Capharnaüm que Jacques va trouver des pièces détachées qu'il pourra revendre à prix d'or en France.
Ici, contrairement aux apparences, rien ne se perd, tout se transforme, même les câbles électriques. Pour 2 € par jour, ces ouvriers passent la journée à les dénuder pour récupérer le cuivre. Jacques, lui, jette un coup d'œil dans tous les coins. Sous un tas de produits chimiques, une trouvaille. Jacques, il y a des choses qui vous intéressent? Il y a des poulies, on peut les récupérer. Bon, ça, on peut les prendre. Chabir, on prend toutes les poulies. Toutes les poulies en bois. All police? This box C'est now. des phares de recherche. Ok. On peut les récupérer 1, 2. Le troisième là. Ça vaut cher, ça? C'est encore en décoration, il faut les imaginer complètement décapés. Les pieds sont en bronze, le reste est en laiton. Et faire des jolies décorations. Donc j'en ai déjà vendu pour éclairer des piscines intérieures dans des belles maisons françaises. Ces phares, il les achète à Chabir, qui se débrouillera ensuite avec le chantier. C'est combien? 12 000 roupies. Une petite conversion. Pour Jacques, le calcul est vite fait. C'est combien? En euros? C'est trop cher. Baisse le prix. Ils demandent 1500 francs, mais c'est beaucoup trop cher. 100 €. Ça ressemble à une négociation, mais ça n'en est pas une. Jacques fixe son prix, 100 € en tout. C'est ça ou rien. Non, je n'ai pas entendu. 100. Vous lui proposez 100 €? Il faut qu'il les ramène au bureau pour 100 €. Il y en a 3, c'est pas mal. Chabir a l'air déçu, mais il a fait une bonne affaire. Un ferrailleur local lui aurait racheté pour 2 fois moins cher. Voilà pour la décharge. Mais Jacques veut aussi monter sur les bateaux en cours de destruction. Il faut bien regarder où on met les pieds. C'est plein d'embûches. Il peut y avoir des plaques à moitié dessoudées qui pourraient s'effondrer, donc regardez bien ce que vous faites. Venir sur ces chantiers, chiner sur ces carcasses, c'est compliqué et risqué. Jacques est l'un des rares occidentaux à oser le faire. Voilà pourquoi il n'a quasiment pas de concurrents. Une fois à l'intérieur, nous découvrons l'ancienne chambre froide, complètement démantelée. Faites attention, hein. Il ne reste que le plafond et les cloisons bourrées d'amiante. C'est un bateau de pêche allemand. Ouais. Malheureusement, donc, ce que je constate, c'est qu'il est déjà bien avancé dans sa démolition. Donc je suis assez pessimiste sur le fait qu'on trouve des trésors à bord. On va quand même regarder. Il faut monter partout, il faut regarder partout, il faut fouiner. On peut tomber sur des choses très sympas. On peut aussi rien trouver. We want to go up. Yes. Ouais. A priori, pas grand-chose ici, mais Jacques a l'œil. Au bout d'un quart d'heure, c'est au fond d'une coursive mal éclairée, dans l'atelier de découpe des poissons, qu'il trouve son bonheur. Lesquels? Il y a 40 hublots comme ça? Une quarantaine de hublots d'après Chabir. On va les récupérer. Combien alors? On va les récupérer. On va les dessouder, les démonter. Combien ils demandent là? On va les acheter au poids. Hein. Ces hublots en laiton, il va les acheter 5 € pièce. Une très bonne affaire. Eux ici, si on fait rien, ils les explosent. Quoi. Ils ne vont pas prendre de précautions. Nous maintenant, on va les faire démonter sans les détériorer. Ça coûte combien en France ça? Un hublot comme ça, en laiton, à tape.
200 euros. 200 euros. Ça fait un bon bénéfice, quoi. Ça fait un bon bénéfice, mais prenez quand même en considération qu'il y a tout un travail encore avant que vous les voyez propres, bien brillants en France, quoi. Selon nos estimations, sur chaque hublot, il gagne au bas mot 150 euros. Sur ce bateau, rien d'autre pour Jacques. Il y aurait bien ce parquet sur le pont supérieur, mais pas assez noble. Il va le laisser au charpentier du port. Ces objets, Jacques les achète donc pour presque rien, mais en l'état, ils sont invendables en France. Alors il faut les restaurer, et c'est en Inde que c'est encore le moins cher. Jacques a donc décidé de monter sa propre entreprise à Bombay. Mais quand on est français, c'est loin d'être évident. Sa société se trouve au fond de cette petite rue dans le quartier musulman. Bon, on arrive à mes bureaux, une ancienne maternité. Et voilà Suel, mon associé. Suel, c'est son bras droit qui gère ses affaires en son absence. Mais c'est Jacques qui décide de tout. Notre Français dirige 23 salariés. Des ébénistes, des ferronniers, plutôt bien payés. Ils touchent 200 euros par mois, 5 fois le salaire moyen. Et ça pour faire des miracles. Car voilà dans quel état arrivent ces meubles. Ce jour-là, Jacques reçoit une charrette chargée de commodes, achetée par Suel à l'autre bout du pays. Qu'est-ce que c'est, Jacques ? C'est un lot de commodes qu'on nous amène. Ça vient d'où, ça ? Des commodes qui ont été chinées au nord de Calcutta. Des commodes qu'il va pouvoir revendre 10 fois plus cher. Alors il les examine sous tous les angles. Qu'est-ce que vous faites là ? Je regarde ce que c'est comme bois parce que là effectivement il y a un vernis qui dissimule, donc c'est du teck. Des charrettes pleines à craquer, il en reçoit comme ça toutes les semaines. Et dans son entrepôt, ça s'entasse jusqu'au plafond. Des meubles un peu vieillots que ses ouvriers vont complètement transformer. Et c'est quoi ça ? C'est la poubelle ? Non, c'est pas la poubelle. Pourtant. Ça aussi, c'est un mot qui n'existe pas dans le dictionnaire. Poubelle, c'est quoi une poubelle ici ? Cette chaise, par exemple. En France, personne n'en voudrait, ça partirait à la poubelle. Pourtant, elle date des années 20. Très chic chaise. Vous allez voir qu'en une après-midi, 3 de ces artisans vont en faire une vraie pièce de collection. Sans outils perfectionnés, ils vont d'abord la réparer. Puis il faut poncer, d'abord grossièrement. Ensuite, plus finement. La teinte du bois commence à apparaître. Enfin, dernière étape, vernir et sécher. Pour 6 € de main-d'œuvre, cette chaise qu'on croyait bonne à jeter va se vendre en France près de 120 €. Mais pour faire de telles marges, Jacques est parfois obligé d'utiliser d'autres ateliers où les conditions de travail font froid dans le dos. Il a accepté de nous les montrer. Ça se passe dans les bas-fonds de Bombay. Ce jour-là, il va récupérer des objets chez un sous-traitant. Je cherche mon horloger. Bon, on va y aller. Son horloger, il va le trouver après une vingtaine de minutes de marche dans le dédale des ruelles. Bonjour. Comment tu t'appelles ? Un escalier crasseux. Elle ne veut pas répondre. Squatté par des chèvres. À l'étage, Jacques est comme à la maison. Bon alors les mecs, on magouille, des casquettes. Qu'est-ce que c'est ici ? Bon, c'est un petit atelier certainement clandestin de casquettes. Si vous avez une copie de Nike, ça peut faire, ça ne va pas être un problème. Ici, des ouvriers sont en train de coudre des centaines de fausses casquettes Nike. Et des ateliers, il y en a comme ça dans tout l'immeuble, dans chaque appartement.
Salaire, conditions de travail, ça n'est plus le problème de Jacques. Ce qui compte, c'est le résultat et il est parfois spectaculaire. Voilà ce que des ouvriers indiens parviennent à tirer de ces vieilles pendules de sous-marins soviétiques. Après restauration. Et là, avant, finalement. Il a aussi demandé à l'horloger de rénover cette lampe tempête, une antiquité. Parfait job. Golden Star. Donc c'est une lampe des années après-guerre, avec sa boîte d'emballage d'origine. Elle était chromée au départ, c'est assez inélégant. Je lui ai demandé qu'il me la déchrome, qu'il me la polisse. Et pourquoi vous ne l'avez pas fait faire dans votre atelier? Parce qu'on ne fait pas ça. On ne fait pas de polissage chez nous. Ça nécessite un démontage, des bains d'acide, un polissage qui salit énormément. Et c'est une étape de la restauration que je ne veux pas, que j'interdis chez nous, parce que c'est dangereux. Un boulot plus qu'ingrat que Jacques ne veut pas assumer. Ça se passe derrière cette porte. Un entrepôt où sont empilés des dizaines d'objets de laiton. Des phares, des hublots comme ceux qu'il a achetés sur le bateau de pêche allemand. Et c'est là, juste au-dessus, que son sous-traitant les fait restaurer. Dans une pièce saturée de poussière, sans fenêtre, 3 adolescents décapent une lampe et une cloche de marine à la meuleuse, dans un bruit assourdissant. Jacques est plutôt mal à l'aise, mais c'est comme ça qu'il arrive à faire de bonnes affaires. C'est des conditions de travail qui sont quand même très dures. Quand même des gens qui auront rapidement des problèmes pulmonaires. Et je tiens pas à faire ça. C'est des enfants, c'est clairement. Hein. Ouais, on pourrait mettre des adultes, on pourrait, mais ça, c'est eux qui choisissent. Mais moi, je préfère sous-traiter. Utilise d'autres techniques aussi Oui, il y a aussi les bains d'acide, tout aussi dangereux, voire plus. Quoi. Bon, moi, je travaille dans des conditions quand même relativement difficiles, à pieds nus. Vous préférez fermer les yeux là-dessus, quoi? Je ferme pas les yeux, je dis que je vais pas changer leur façon de faire, c'est leur technique. C'est donc en partie grâce à ces ateliers que Jacques arrive à vendre ses objets en France à des tarifs imbattables. Et ça n'est pas prêt de s'arrêter. Ce jour-là, il est en repérage sur un bateau dans le port de Bombay. Dans quelques jours, ce navire partira à la casse. Alors il photographie les objets qui l'intéressent pour que Suhail vienne les récupérer. Mais Jacques pense déjà à un autre bâtiment que l'on annonce pour bientôt. Un navire qui recèle des trésors bien plus grands. Clémenceau arrivait, on s'occupera du Clémenceau. Le Clémenceau, le porte-avions qui partira de Toulon pour son dernier voyage vers le chantier de démolition d'Alang en Inde. Jacques Dvorak a déjà placé ses hommes pour être le premier à monter à bord. Exceptionnellement, je vous retrouverai non pas dans 15 jours, mais la semaine prochaine. Nous resterons dans l'univers de la maison, avec là encore un thème qui préoccupe tous les Français en ce moment, l'immobilier, le logement. Avec des prix qui ont continué de grimper cette année, où peut-on encore se loger en France? Voilà, cette émission est maintenant terminée. Nous l'avons préparée avec François Ducroux, Laurent Huberson, Thibaut de Barberac, Jérôme Dindar, Emmanuel Leclerc et Pénélope Pontet. Tout de suite, Secret d'actualité vous propose de revenir sur une erreur judiciaire récente, le cas d'André Casse, accusé à tort. Bonsoir. Réagissez à l'émission dans le Forum Capital.